Voilà, première des séquences de ce travail avec vous, Arnaud Galette, donc directeur de Olga Spitzer. Ouais, vous allez nous présenter ce que sont aujourd'hui les mesures de protection de l'enfance et ce lien donc avec le lien d'attachement. Je vous en prie, nous vous écoutons. Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez là? C'est très bien, c'est un micro. Déjà, je voulais remercier cette belle association qui est Dessine-moi un mouton pour l'invitation et pour ce beau colloque sur un sujet qui est forcément extrêmement important. J'avais été, pour tout vous dire, démarché à l'époque. J'étais l'ancien directeur général d'Enfants Présents, qui est une association qui intervient notamment avec des crèches préventives. Mais le sujet, forcément, m'intéresse toujours beaucoup. Donc, Olga Spitzer, je vais revenir dessus. Alors, je suis le directeur général aujourd'hui d'Olga Spitzer et je suis également membre de la CIVIS, de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles. Alors pourquoi je fais le lien directement? Parce que ce qui me semble important quand on m'a demandé, je dirais quand on m'a de porter la parole de la protection de l'enfance à laquelle je crois forcément éperdument, ce qui est sûr c'est que quand on s'intéresse à la protection de l'enfance, aujourd'hui on parle souvent forcément de chiffres qui sont terribles, atroces, notamment sur les tout-petits, et on parle aussi, je pense, de quelque chose dont on a du mal à parler, qui était très bien présenté préalablement, à savoir la question du lien d'attachement avec les enfants, qui est quelque chose qui est essentiel, bien évidemment, et je pense qu'on idéalise beaucoup ce lien, et on a du mal, du coup, à parler directement de soutien à la parentalité, qui est bien entendu essentiel. Alors, j'ai prévu, sans plomber l'ambiance, quand même, de ramener certains chiffres, parce que ça me semble important, c'est-à-dire que quand on parle de protection de l'enfance, on parle de zones de danger, forcément, d'enfants. Les juges des enfants ont bien souvent coutume de se présenter comme le juge de l'évaluation du danger. Et ce danger, en France, il est réel. On parle notamment au niveau des violences sexuelles faites aux enfants. Alors, on a des chiffres qui sont ce qu'ils sont. Malheureusement, on voit bien qu'il n'y a pas forcément de volonté politique d'en avoir d'autres, mais quand même, on parle en moyenne de 165 000 enfants en France victimes de violences sexuelles chaque année. On parle souvent d'enfants, d'ailleurs, qui sont tout petits. On a du mal, et je paraphraserai, si j'ose dire, Nathalie Mathieu, qui est coprésidente avec Édouard Durand de la CIVIS, qui parle bien d'inceste dans la couche. Je suis désolé, c'est terrible peut-être à dire, mais c'est des choses effectivement qui existent et dont on a du mal effectivement à voir, qui doivent éveiller forcément nous-mêmes un peu toutes les pistes, justement du comportement des enfants, pour pouvoir aussi les traduire. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on arrive en France à impulser beaucoup plus cette culture, d'une certaine manière, de la détection, quoi, tout simplement. On parle de 2-3 enfants par classe, donc victimes d'inceste également. Alors il faut savoir que c'est pas pour nous rassurer ou autre. Vous voyez actuellement, donc je fais partie également, comme je le disais préalablement, d'un mouvement qui sera reçu d'ailleurs au G7 pas plus tard que ce week-end. Et on se rend compte qu'en Allemagne aussi, c'est quasiment les mêmes chiffres, hein, quasiment. Donc on a un vrai problème, si j'ose dire, culturel par rapport à ça. Néanmoins, avec des actions qui se mettent en place pour, en Allemagne tout du moins, un peu moins qu'en France malheureusement, pour réussir à combler un peu le manquement, je dirais, qu'on peut avoir. Alors au niveau des tout-petits, j'avais aussi retenu, je sais que vous avez Rada Hatem qui est venu ce matin, à laquelle je tiens quand même beaucoup, parce qu'on a cofondé ensemble le collectif Prévenir et Protéger. Et donc elle était là ce matin, je suis là cet après-midi, on se relaie un peu par rapport à ça. On doit aussi de plus en plus être vigilant, je pense qu'on l'est peut-être pas suffisamment, notamment au niveau de la protection de l'enfance, aux questions de violence conjugale. Hein. On est quand même à l'ère aujourd'hui, on parle quand même d'enfants qui sont victimes, co-victimes. Bien souvent, on les a considérés comme témoins. On considère en France, d'après des études, encore une fois, avec des chiffres qu'on peut relativiser, parce qu'encore une fois, il n'y a pas forcément une volonté politique d'en avoir réellement, mais il semblerait qu'il y ait 143 000 enfants qui vivent dans un climat de violence conjugale. On parle de 40% des violences conjugales qui commencent pendant la grossesse. Donc avec quelque chose qui, pour moi, directement dans le lien avec les crèches, je regarde mes collègues à côté, ça doit nous interpeller directement sur aussi ce que les crèches peuvent nous apporter. Et on parle aujourd'hui aussi à peu près de 40% d'enfants de moins de 6 ans qui vivraient dans ce type de situation. Donc ça veut dire en gros on a quand même des faisceaux quand même d'alerte qui doivent être les nôtres, et le gros trou dans la raquette, pour dire les choses de cette manière-là, aujourd'hui au niveau des crèches, c'est déjà la question des crèches ou des dispositifs justement pour être en capacité d'avoir un regard tiers forcément sur les enfants. Justement, on se rend compte aussi en France qu'on a une inégalité aussi d'accès, par exemple des places en crèche. Hein. Vous parlez, je crois, des situations notamment des plus précaires ce matin, me semble-t-il, avec des témoignages qui ont été faits. Moi, je rappelle certains chiffres quand même qui me semblent essentiels. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que quand vous êtes sous le seuil de pauvreté, vous avez 8 fois de chances d'avoir une place en crèche.
et 12 fois moins d'aller chez une assistante maternelle. Et pour moi, ces chiffres-là, en tant que tels, donc en possibilité de relais, en possibilité aussi, d'une certaine manière, d'étayage, de se dire tout simplement, et de soutien, de la manière dont on pense le dispositif, c'est quelque chose qui me semble essentiel. Voilà. Une fois que j'ai posé ce décor, je souhaiterais quand même aborder toute la question de la protection de l'enfance, mais je souhaitais le dire parce que ce qui est compliqué, à mon sens, c'est que la protection de l'enfance, et c'est le regard que je porte, et en tant que directeur général, et donc d'une fondation, et en tant que militant, pour le dire de cette manière-là, elle arrive finalement en France assez tardivement. On a du mal à penser la prévention. C'est pour ça que le titre du colloque, à mon sens, donc les 1000 premiers jours, est essentiel, bien évidemment, parce qu'on doit agir le plus tôt possible. Si j'ose dire, il fallait attendre le précédent gouvernement, même si d'autres actions ont été menées, bien évidemment, avant, pour qu'on puisse mener et alerter aussi sur ces questions-là. Donc il y a des actions qui se mettent en place. À Olga Spitzer, on intervient énormément en milieu ouvert, on est connu pour ça, puisqu'on va avoir 50 à 70% des mesures exercées sur 4 départements franciliens, à savoir Paris, Val-de-Marne, Essonne et Hauts-de-Seine, au niveau du milieu ouvert. Milieu ouvert, ce sont quoi? Ce sont les mesures notamment d'AEMO, donc aide éducative en milieu ouvert, et également des mesures d'AED, sur lesquelles on va intervenir. C'est une marque de fabrique, si j'ose dire, de la Fondation. Pourquoi? Puisque finalement, en 1923, quand on a été créé, il y avait à l'époque énormément d'enfants qui pouvaient être placés. Et très rapidement, on s'est dit finalement comment est-ce qu'on va s'appuyer sur les ressources parentales pour être en capacité justement d'étayer et éviter aussi le placement, si je peux dire les choses comme ça, même si j'aime pas trop le terme, puisque je le rappelle, un placement, c'est une action éducative en tant que telle. Alors bien sûr, ça fait de la peine, ça peut être vu comme une peine, mais avant toute chose, c'est une action pour être en capacité aussi d'accompagner et l'enfant et les parents par rapport à ça, quand tout est possible et quand, en fonction de l'ordonnance du magistrat. Il faut savoir qu'à Olga Spitzer, sur l'ensemble, on a à peu près 10 000 enfants qu'on rencontre chaque année et on va avoir 94% des situations qui vont rester à leur domicile grâce à l'action des professionnels sur le terrain. Alors sur la question des tout-petits, on a des actions tout à fait spécifiques qu'on a dû développer. Pourquoi? Parce que tout simplement, le temps, par exemple, d'une action éducative auprès d'un tout-petit, 6 mois dans la vie d'un nourrisson, c'est pas la même chose que pour un enfant de 5, 6, 10 ans, etc. Et donc de fait, on a adapté notre offre, si j'ose dire, par rapport à ça, c'est-à-dire notre accompagnement. Et on va donc aujourd'hui mettre en place une investigation éducative. Donc vous savez, ce sont les mesures d'évaluation du danger qui est propre aux tout-petits, avec là aussi de l'intervention notamment de JE, donc d'éducatrices de jeunes enfants, avec forcément des temps de psy, avec en plus des visites à domicile un peu plus importantes. On a développé exactement la même chose au niveau de l'AEMO, en se disant aussi qu'il y avait des besoins qui étaient assez importants. Donc AEMO, je le répète, par exemple, aide éducative en milieu ouvert. Je suis désolé, on parle tous un peu en cycle, je vous regarde en même temps pour me dire est-ce que je dois développer ou pas. Voilà, donc c'est vrai que ce sujet-là, pour moi, il est essentiel. Bien souvent, la protection de l'enfance peut être, à mon sens, vue comme un... On parle souvent un peu des manquements au niveau de la protection de l'enfance. Moi, j'étais aussi présent aujourd'hui pour dire qu'il y a quand même de belles réalisations qui se passent, comme celle là dont je vous parle là. Après, la vraie difficulté qu'on peut rencontrer, à mon sens, c'est les liens de coordination qu'on peut avoir avec l'ensemble des professionnels. Faute, encore une fois, de moyens, à mon sens, investis considérablement pour être en capacité d'intervenir au plus tôt et donc éviter des situations, y compris où les parents, d'une certaine manière, se retrouvent en difficulté de comprendre un peu la manière dont les choses leur sont présentées. Voilà ce que je peux dire. Je sais pas. Merci beaucoup Arnaud, merci. Alors, je vais vous inviter à regagner la salle, mais vous restez pas très loin, puisque tout à l'heure, vous allez pouvoir échanger, discuter avec les participants de la table ronde pour préciser effectivement la manière dont la protection de l'enfance peut être articulée à cette notion de lien d'attachement. On va continuer cette exploration très opérationnelle de ce qui est fait par les différents acteurs pour la protection des enfants, la protection de leur mère, et puis pour le soutien à ce lien d'attachement. Et je vais inviter Gaëlle Guernalec-Lévy à venir prendre place au pupitre également. Je vous en prie, installez-vous, de la Fondation Papoteau. Vous allez, vous aussi, nous expliquer où vous placez ce lien et comment vous l'entretenez. Je vous en prie. Merci Anne. Hop là. Ah oui, je suis vieille maintenant.
Anne, surtout, tu me coupes, hein, parce que j'ai pas pris mon téléphone, rien. Alors, je ne vais pas du tout vous dire ce que j'avais l'intention de vous dire au départ, puisque plusieurs interlocuteurs se sont exprimés, ont dit des choses absolument passionnantes, mais du coup, qui ont fait écho pour moi à ce qu'on fait sur le terrain, à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, etc. Donc, je vais rebondir là-dessus. Alors, Papoto, qui est une association, un jour, on sera peut-être une fondation, mais pour le moment, on est juste une toute petite association. Papoto, c'est l'acronyme de Parentalité pour tous. Donc c'est une association qui est spécialisée dans l'accompagnement à la parentalité des familles et spécifiquement des familles porteuses d'une vulnérabilité psychosociale. Donc on en a beaucoup parlé ce matin. Hein, c'est toujours une histoire de cumul de facteurs de risque. On n'est pas vulnérable parce qu'on est pauvre ou on n'est pas vulnérable parce qu'on vient d'un autre pays. On est vulnérable parce qu'on va cumuler. Hein, la situation de précarité économique, d'isolement, de fragilité psychique, de non-maîtrise de la langue, etc., etc. Et c'est ce cumul qui fait qu'on est une famille un petit peu plus fragile que les autres, et notamment un peu plus fragile sur le plan de la parentalité. C'est ni une mise en accusation, une culpabilisation, etc. Ce sont des données de la littérature scientifique très claires qui nous disent que voilà, quand on cumule tous ces facteurs, c'est un peu moins facile d'être parent au quotidien, et ça se comprend aisément. Surtout quand, en plus, on a soi-même des problématiques d'attachement. Anne, Romain l'ont très bien expliqué tout à l'heure. Donc nous, notre travail, en fait, c'est d'être avec les parents sur le terrain. Et on a un travail, en fait, de transmission des informations scientifiquement validées sur le développement du jeune enfant auprès de ses familles. Alors, je rebondis du coup sur ce que disait Arnaud. Pourquoi ? Parce que la famille, c'est le premier caregiver, c'est le premier lien de socialisation, c'est les premiers éducateurs. Ça, c'est le rôle des parents. Mais on sait que malheureusement, pour un enfant, le premier risque, c'est aussi ses parents. Et donc, ça va être très, très important de pouvoir accompagner les parents, de les outiller, et si possible, de les outiller le plus tôt possible en prévention. Parce qu'on est plus efficace quand on fait de la prévention. Donc, nous, notre travail, c'est on va s'assurer que tous les parents aient accès à ce qu'on sait aujourd'hui du développement du jeune enfant, de ses besoins fondamentaux. Anne en a parlé un petit peu ce matin, de ces besoins fondamentaux qui ont été définis par la conférence de consensus en protection de l'enfance, avec ce méta-besoin qui est le méta-besoin de sécurité, et notamment de sécurité psychique, affective. Voilà, moi j'ai une posture de journaliste, j'ai été journaliste pendant 20 ans, et c'est pour ça que j'ai à cœur de faire circuler l'information. Ça me paraît absolument essentiel de lutter contre la première des inégalités, qui est une inégalité d'accès à ces informations validées. Et j'insiste sur le terme validé. Donc, moi, j'avais fait dans ma vie d'avant un très gros travail de recension des données de la littérature, traduction d'articles qui paraissaient dans les revues internationales en anglais, etc. Et donc, on a compulsé tout ça, et à partir de ça, on s'est dit, OK, aujourd'hui, on a des données vraiment sur les besoins fondamentaux du jeune enfant, donc sur l'attachement, sur le développement langagier, sur l'importance du jeu, les émotions, la discipline non violente, etc. Et donc, comment on va faire pour que tout ça arrive jusqu'aux familles, et notamment à ces familles qui vont être, et Anne l'a extrêmement bien expliqué, dans le non-recours. Hein, pour des tas de raisons qui ne vont pas forcément se saisir de ce qu'on va leur proposer, qui ne vont pas forcément poser des questions. Ça ne veut pas du tout dire qu'elles ne s'intéressent pas au développement de leur enfant, au contraire, mais simplement elles ont d'autres choses dans la tête, il y a une disponibilité psychique qui est moindre. Et donc nous, notre job, c'est quand même se dire, si, on va les outiller, on va quand même leur transmettre ces infos. Donc pour faire ça, on a produit des petites vidéos de vulgarisation scientifique, qu'on peut trouver sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Tout est en accès totalement libre. Donc tous les professionnels peuvent s'en saisir. Allez-y, faites-vous plaisir. Donc on a 10 vidéos qui balayent, alors non pas 10 sujets, mais 8 sujets. Et les vidéos sont doublées en plusieurs langues. Donc aujourd'hui, elles sont doublées en 6 langues. Arabe, turc, bambara, mandarin, anglais, tamoul, je dois en oublier. Et bientôt 12 nouvelles langues. Donc non, vous ne pourrez pas passer à travers, vous ne pourrez pas me dire « moi j'ai besoin de telle langue, vous ne l'avez pas ». Si, bientôt on l'aura. Pourquoi ? Parce que voilà, une grosse partie des familles qu'on accompagne, elles ne parlent pas forcément français, ou même quand elles parlent français, d'ailleurs, le fait d'entendre la même information dans sa langue maternelle, ça déclenche des choses. Donc on utilise nos vidéos dans des ateliers. Nous, on anime plein d'ateliers avec plein de partenaires formidables, dont Dessine-moi un mouton, Basiliade, on est dans les maisons des femmes et des enfants de Basiliade, beaucoup d'hôtels sociaux, CADA, CHRS, CHU, beaucoup dans les maisons de quartier, centres sociaux dans les quartiers politiques de la ville, voilà.
partout où on se dit qu'on va peut-être trouver des familles qui vont avoir ces facteurs de vulnérabilité. Non pas que les autres n'ont pas de problématiques, mais elles ont peut-être d'autres ressources, d'autres façons de se saisir, d'autres moyens. Donc moi, je laisse ce travail-là à d'éminents spécialistes et je me concentre sur les autres familles. Et donc, on anime des ateliers et je réfléchissais tout à l'heure à la question de l'alliance parce que, évidemment, comme pour vous, la question de l'alliance, elle est au cœur de notre travail. On ne peut pas travailler avec ces familles qui sont tellement épuisées, en instabilité administrative, de logement, psychique, etc., si on ne crée pas un minimum d'alliance, si elles ne nous font pas confiance. Donc ça, c'est notre travail. On doit créer l'alliance très, très vite parce qu'on essaye de faire plusieurs ateliers, puis on ne les connaît pas. Donc nous, on arrive et au premier atelier, il faut qu'il se passe déjà quelque chose d'assez fort. On va donc faire plusieurs ateliers, on va créer des petits groupes WhatsApp pour leur mettre les vidéos sur WhatsApp, pour faire des résumés de ce qu'on fait avec elles. Et puis pendant ces ateliers, il y a donc une partie où c'est nous, on transmet de l'info avec nos vidéos, on va avoir des discussions avec les familles à partir des vidéos. Et puis ensuite, il y a un partage d'informations par les familles qui va être leur expérience, ce qu'elles font elles avec les enfants, ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Du coup, on va croiser. On croise nos savoirs qui sont des savoirs assez académiques avec leurs savoirs expérientiels. Et on se dit qu'en croisant ces savoirs-là, on en ressort tous un petit peu plus outillés, un petit peu plus forts. Elles vont pouvoir s'exprimer. On parlait beaucoup de l'attachement tout à l'heure. Forcément, nous, quand on parle du besoin de sécurité affective, psychique de l'enfant, on va parler de ce problème de mise en concurrence du besoin de sécurité du jeune enfant avec leurs besoins de sécurité à elles, parce que 99% de nos participants sont des femmes. J'aimerais pouvoir vous dire que nous avons énormément de pères. Ce n'est pas le cas. On réfléchit beaucoup à aller les chercher parce qu'ils ne sont pas toujours absents, ils peuvent être dans les parages. Donc là, on est en train de réfléchir à comment on va chercher les papas. Et donc, on va travailler avec elles sur cette mise en concurrence de ces besoins de sécurité, de comment on va faire, nous, oui, un petit peu du holding, c'est-à-dire porter un petit peu ces mamans pour qu'elles puissent ensuite répondre aux besoins de leur enfant. Il y a aussi du holding des professionnels qui portent les mères, qui portent les enfants, parce que ce travail-là, il est quand même épuisant. Enfin, moi, ça m'a vraiment frappée. Ça fait pas si longtemps que ça que je fais ce travail avec mes animatrices et animateurs, j'en ai un. Mais je suis frappée. Alors, je pense que le confinement, tout ça explique une partie de la problématique, mais de voir des gens en épuisement professionnel, qui n'en peuvent plus, parce que c'est un public, effectivement, Anne, tout à coup, ça m'a tellement éclairé des choses sur le non-recours, parce qu'on est tous logés, je pense, à la même enseigne. C'est-à-dire, on met en place des actions pensées spécifiquement pour ces familles, et puis, elles ne s'en saisissent pas. Et il ne faut pas lâcher. Moi, j'ai décidé qu'on ne lâcherait jamais. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on arrive à les faire venir, ou une fois qu'on les a là où elles sont, parce que maintenant j'inverse, je me dis je vais aller les chercher là où elles sont, c'est-à-dire je ne les fais pas venir dans le centre social, je vais me balader dans la rue, je vais investir dans des tablettes et on va aller se balader, puis on va aller dans les écoles, etc. Je pense que vraiment le fameux aller vers, excusez-moi, c'est tellement galvaudé comme expression, mais c'est quand même ça pour moi la clé. Du coup, oui, mais une fois qu'elles sont là, c'est tellement incroyable, je trouve, ce qui se passe. Ce qu'elles témoignent, d'ailleurs, parce que nous, on fait beaucoup de questionnaires d'évaluation. Moi, je tiens beaucoup à l'évaluation de nos pratiques. Et donc, les retours, c'est vraiment... mais j'ai appris tellement de trucs. Mais oui, je ne savais pas que ça se passait comme ça dans la tête de mon enfant. Je comprends pourquoi il fait ce qu'il fait. Pour moi, c'est vraiment très important. Romain, il a parlé de la mentalisation. La mentalisation, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, à comprendre pourquoi l'autre fait ce qu'il fait. Nous, c'est une grosse partie de notre travail. C'est d'aider les parents à comprendre pourquoi leur enfant, là, fait une telle crise alors qu'on a juste dit c'est l'heure d'aller se coucher. Et du coup, comprendre comment ça se passe dans la tête de l'enfant, ça permet de réajuster son positionnement. Ouais, je l'ai senti. Voilà, donc ça, c'est notre travail. Je devais vous montrer une vidéo, mais vraiment, là, c'est pas possible. C'est trop court, mais les vidéos, elles sont toutes sur les vidéos Papoto, elles sont 2 minutes 30. Non, mais je veux qu'elle puisse parler, Malika. Non, je veux que Malika puisse... Ok. Bon, d'accord. Mais elle aura assez son temps. Et du coup, Michel en régie. Ok, allons-y pour une vidéo pas photo. Lorsque le bébé naît, son cerveau n'est pas terminé. Il va continuer à évoluer pendant de nombreuses années. Les connexions entre les neurones, c'est-à-dire les branchements, vont se multiplier. Plus les branchements seront nombreux dans le cerveau, plus celui-ci fonctionnera correctement. Comme dans un réseau électrique.
plus il y aura de branchements électriques dans la maison, plus elle sera éclairée. Ces connexions vont se mettre en place et se renforcer selon ce que l'enfant voit, entend, ressent. Si l'enfant entend beaucoup de langage, les branchements seront nombreux dans la zone du cerveau réservée au langage. C'est chez les tout petits enfants que la croissance du cerveau est la plus forte. Après, le cerveau continue d'évoluer, mais moins fort et moins vite. Si un enfant vit avec des adultes qui prennent soin de lui, le regardent, lui sourient, lui parlent, son cerveau va enregistrer ces belles expériences et les branchements vont se renforcer dans des zones utiles pour son développement. Au contraire, chez un enfant qui vit des situations tristes, avec des adultes qui s'occupent peu de lui et ne répondent pas à ses besoins ou à ses questions, le cerveau aura moins de branchements et ce sont des connexions moins intéressantes pour son développement qui vont se renforcer. On peut rallumer les lumières plus tard, dans les zones utiles, mais cela demande du travail. Lorsque les lumières ont été allumées très tôt dans le cerveau de l'enfant, et au bon endroit, grâce à toutes les petites expériences positives de tous les jours, tout est plus simple ensuite pour lui, à l'école et dans la vie. Donc j'ai terminé. Et juste une dernière petite chose. Je pense qu'il faut vraiment marcher sur au moins 2 jambes, si on pouvait en avoir 3 ou 4. Soutenir psychiquement les mères, c'est vraiment évidemment indispensable, et les pères, bien sûr, c'est capital. Les accompagner, et puis, mais transmettre aussi ces informations. On peut en fait essayer de tout faire, même dans des situations compliquées. Je crois que c'est vraiment intéressant de tenir ce pari-là, même si évidemment ça demande beaucoup d'investissement. Je vous laisse avec Malika. Merci beaucoup Gaëlle. Et vous restez aussi pas très loin parce qu'on va continuer à discuter. Protection de l'enfance, détection des risques, information, formation, c'est très important. Et puis accompagnement. Et puis c'est Dessine-moi un mouton qui nous accueille aujourd'hui. Alors Malika va... Et oui, je crois que ça s'applaudit. Merci. Je vous en prie Malika, donc pour nous présenter le travail que fait Dessine-moi un mouton. Bonjour. Alors, donc, je suis Malika Briansi, je suis salariée de Dessine-moi un mouton et je suis éducatrice de jeunes enfants. Allô ? C'est bon. Et je suis éducatrice de jeunes enfants de formation. Donc, je fais partie de l'équipe mobile et j'interviens à la maison des Fées Basiliades du 18e arrondissement et on accueille des familles en grande fragilité sociale et de vulnérabilité. Alors, le thème, c'est comment accompagner la parentalité à Dessine-moi un mouton et dans un CHU et être un facilitateur de liens. Voilà. Alors, on va parler dans un premier temps. Donc déjà, comme le dit le psychologue Winnicott, un enfant tout seul n'existe pas. Donc prendre en compte l'entourage de l'enfant est indispensable pour lui offrir un accueil de qualité. Donc je vais vous parler dans un premier temps de la relation de confiance, qui est le lien indispensable entre les parents et les professionnels. Et par ricochet sur l'enfant. Parce qu'un parent en confiance, c'est un enfant en confiance. Donc pour cela, dans un deuxième temps, nous allons voir les éléments concrets qui permettent aux familles de se sentir bien dans un CHU, un Dessine-moi un mouton, et comment le soutien à la parentalité peut s'illustrer dans notre travail. Alors, la relation de confiance, qu'est-ce que c'est ? Donc, d'après la charte du REAP, c'est le relais d'appui aux familles, c'est un travail autour de la parentalité qui s'inscrit dans une démarche partenariale entre le parent et le professionnel médico-sociaux. Donc, c'est dans un premier temps reconnaître la place du parent
premier éducateur de son enfant. On parlait du respect de la différence et de la diversité. C'est soutenir et repérer les familles isolées. C'est leur permettre de se rencontrer, de valoriser leur présence dans différents projets d'insertion, projets de mode de garde, projets divers. C'est favoriser la qualité d'attachement parent-enfant et c'est permettre aux parents de trouver des solutions adaptées à leurs problématiques éducatives. Et valoriser les compétences parentales. Donc là, nous allons voir une photo. Donc c'était lors d'une visite à domicile. Donc il y avait une maman, une mère expérimentée, on va dire 3 enfants, qui montre à une jeune mère qui venait juste d'avoir un petit de 8 jours les techniques de soins lors d'un bain. Donc valoriser les compétences parentales, c'est aussi, ça passe par la transmission des savoirs entre elles. Voilà, une fois qu'on a commencé à consolider ou installer ce lien de confiance, on va pouvoir mettre en place des actions autour de la parentalité. Comme des actions, des ateliers parents-enfants qui consistent au développement des liens parents-enfants autour d'une activité d'éveil, de loisirs ou de support. Là, nous pouvons voir en fait un atelier contes et livres. Donc c'est l'occasion d'un temps d'échange entre professionnels et parents. Donc c'est un temps convivial avec les parents, leurs enfants, qui favorise l'épanouissement et la socialisation. Là, c'était un contrat avec un partenariat, pardon, excusez-moi, je suis un peu... C'est un partenariat avec une bibliothécaire qui est venue à la Maison des Fées une fois par mois. Et donc, voilà, c'était un petit temps d'échange et raconter des histoires aux parents. Donc, toujours sur ce projet de aller vers la structure, vers les Dessine-moi un mouton. Et ensuite, les parents sortent de leur structure d'hébergement et vont à la rencontre des professionnels à l'extérieur. Donc là, c'est un atelier contes et livres hors les murs. Là, c'est un atelier psychomoteur. Donc pareil, c'est un espace de socialisation pour l'enfant et puis une découverte d'un espace moteur un peu plus divers que autour dans sa chambre. Là, c'était une sortie à la ludothèque, donc pareil, des ateliers autour du jeu, avec des moments conviviaux entre elles. Et toujours ce projet hors les murs pour qu'elles puissent bénéficier aussi des structures extérieures. La deuxième action, c'est le lieu d'accueil enfants-parents. Donc là, c'est la Dessine-moi un mouton et puis à la Maison des Fées. Alors pourquoi un LEP à la Maison des Fées et à Dessine-moi un mouton? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des risques beaucoup d'isolement et peu d'expérience de socialisation dans le pays d'accueil, car éloignement de la famille d'origine. Donc l'objectif, c'était de favoriser la qualité du lien, d'attachement entre les parents et les jeunes enfants, grâce à un accompagnement précoce de la fonction parentale basé sur l'écoute et les échanges autour du lien. Donc là, c'était un contrat qu'on avait passé à la Maison des Tout-Petits. C'est un LEP où il y a un espace cocooning dédié avec des petites tables et des jeux vraiment adaptés pour la petite enfance. La troisième action est le groupe de parole. Donc là, on voit notre intervenante bénévole
médecin gynécologue, sur le thème des échanges sur la grossesse et l'accouchement. Donc c'est un temps d'échange de verbalisation offert au public de Dessine-moi un mouton pour leur permettre d'énoncer ce qui leur préoccupe et ce qui fait problème pour elles. Donc c'est faciliter la prise de parole entre elles sur leur vécu. C'est soutenir une démarche de mieux-être et surtout améliorer l'estime de soi. Voilà. Et enfin, d'autres actions, notamment l'atelier Papoto, qui participe à la compréhension du développement du jeune enfant de 0 à 3 ans. C'est un focus sur ce qui se joue au niveau cognitif, moteur et émotionnel. Et puis là, il y a des moments festifs aussi tout au long de l'année. Voilà, merci beaucoup. Excusez-moi. Merci beaucoup Malika et bravo. Bravo à vous et puis bravo à l'association. Ça me permet aussi de garder un point important. Vous finissez sur la convivialité, sur le festif. C'est toujours quelque chose qui doit être intégré dans la manière de travailler, cette convivialité qui permet d'avancer et de jouer sur cette transmission entre pairs. Merci beaucoup. À travers ces 3 présentations, on a parlé détection des risques, on a parlé transmission de l'information, formation et accompagnement proche sur le terrain. Je vous propose de continuer sur ces thématiques et vous allez, si vous le voulez bien, Gaëlle et Arnaud, venir me rejoindre. Je vais inviter également Carole Locatelli et Lauriane Debac à venir prendre place sur scène pour cet échange. Alors, quel plan de table? Je ne sais pas trop. Je vous en prie, installez-vous. L'objectif de cette dernière table ronde, c'est d'aller vers de l'opérationnel. On a travaillé sur le contexte, on a travaillé sur les concepts, les approches. Maintenant, pour les professionnels qui sont dans la salle, pour les professionnels que vous êtes, c'est la question du comment. Comment on agit pour accompagner au mieux les parents, les mères et les enfants dans ces 1000 premiers jours. 1000 premiers jours déjà très, très importants, on l'a vu. On va peut-être commencer par un tour de table, revenir avec vous sur les problématiques spécifiques de développement que vous observez chez les enfants avec lesquels vous travaillez. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire ce qui, pour vous, est essentiel? Quelles sont les problématiques importantes auxquelles vous faites face, sur lesquelles vous êtes amené à travailler avec ces enfants? Qui veut commencer? On a plein de micros. Allez-y, je vous en prie. Carole Locatelli. Oui, déjà, je tenais à vous remercier pour l'invitation. Voilà, c'est important pour moi de pouvoir représenter les professionnels qui sont auprès des enfants au quotidien dans les crèches. Je vais resituer un petit peu le contexte de notre action à Espace 19. Donc, c'est une association qui est basée dans le 19e arrondissement à Paris, qui est l'un des arrondissements les plus pauvres de Paris, mais aussi les plus riches d'une autre façon. On a nos lieux d'accueil sont dans des centres socio-culturels. J'aurai peut-être l'occasion d'en redire un mot parce que ça c'est vraiment un point clé dans l'accompagnement des familles. Et on a 80% des familles qui sont en dessous du seuil de pauvreté, comme le définit la CAF, c'est-à-dire que les familles payent moins de 1 euro de l'heure pour l'accueil de leur enfant et la moitié d'entre elles moins de 50 centimes. Donc si ça ne vous évoque pas grand-chose, je peux dire aussi qu'elle cumule un certain nombre de problématiques qu'on a vues ce matin. L'accès à l'emploi, l'accès au logement, mais également la barrière de la langue parfois. Et donc effectivement, tout ça met en fragilité ces familles qui arrivent dans nos structures.
Et je remercie infiniment le docteur Reynaud qui est intervenu tout à l'heure, qui a mis de la théorie sur ce qu'on essaie de faire au quotidien à Espace 19 sur la question de la mise en confiance de ces familles qui arrivent très fragilisées. Et donc pour nous, la question du temps et de rassurer les parents est un élément essentiel qui nous prend beaucoup de temps au quotidien, de nous mettre à leur disposition, d'adapter les horaires, d'adapter notre façon de faire tous les jours pour d'abord rassurer les parents pour pouvoir nous occuper des enfants. Donc l'idée, c'est de proposer des lieux d'accueil riches, de qualité, pour réduire les inégalités avant l'entrée à l'école, mais soutenir ces mamans, puisque c'est principalement des familles, dans leur insertion professionnelle, et être là vraiment au quotidien, à côté d'elles, pour faire évoluer le mode de garde en fonction de leur projet. Donc pour répondre à votre question autour des problématiques des enfants, cette question, elle peut être un peu gênante parce que ça pourrait être aussi un peu stigmatisant de dire que ces enfants-là ont des problématiques. Et donc, c'est important pour moi de dire que c'est plutôt ce qu'on attend d'eux à leur rentrée à l'école qui fait qu'ils arrivent avec des problématiques, dans le sens où s'ils ont été isolés très longtemps avec leur maman, qu'ils n'ont pas entendu parler le français, qu'ils n'ont pas été au contact d'autres enfants, qu'il n'y a pas eu d'autres règles, où effectivement, ça peut représenter une difficulté pour ces enfants au moment de l'entrée à l'école. Et donc, l'idée pour nous, c'est de accueillir les familles, les mettre en confiance, et une fois qu'elles ont confiance en nous, pouvoir travailler sur des actions autour de la parentalité, autour des règles, autour qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur enfant pour effectivement les aider à bien grandir avant l'entrée à l'école. Donc les problématiques qu'on peut observer, effectivement, si l'enfant il arrive en collectivité à 2 ans et qu'il n'a jamais été en contact avec d'autres enfants, effectivement il va être curieux de tout, et donc il va sauter partout, et donc il va avoir beaucoup d'énergie, et donc effectivement il va rentrer en relation avec les enfants de façon un petit peu brutale, mais en fait non, c'est pas de la brutalité, c'est de la curiosité, de la rencontre de l'autre, etc. Et donc eh bien, les professionnels ont plus ou moins de temps suivant la date d'entrée en collectivité d'enfants pour essayer de travailler avec l'enfant, avec le parent autour de ces questions. Ce que j'entends, Carole, et c'est vraiment un leitmotiv depuis ce matin, c'est qu'il faut accompagner les parents, le parent ou la maman, et que c'est par cet accompagnement et ce soutien que l'accompagnement des enfants pourra se faire de façon efficace. Complètement, je crois que la question de la confiance, c'est là où je disais que l'exposé du docteur Reynaud est venu vraiment mettre du sens à notre pratique. Ces familles, déjà, elles arrivent en crèche, elles ne savent même pas qu'elles ont le droit à un mode de garde. Elles ne savent parfois pas ce que c'est un mode de garde, il n'y en a pas dans leur pays d'origine. Et aussi, elles ont rencontré un certain nombre de difficultés qui ont fait qu'elles n'ont plus confiance en l'autre. Donc la question quand même de la confiance, au moment où on va confier son enfant pour la première fois à quelqu'un qu'on ne connaît pas, dans un pays qu'on ne connaît pas, dont on ne maîtrise pas la langue, c'est essentiel. Et ça prend énormément de temps. Et donc, il n'y a que... j'ai tendance à dire, une fois que les parents nous font confiance, ça se passe bien avec les enfants. Et donc, c'est ça qui prend le plus de temps, en fait. C'est comment on crée la relation avec le parent dans notre façon de faire au quotidien pour que ça se passe bien pour les enfants. Merci beaucoup, Lauriane. Est-ce que c'est la même approche pour vous, LHSS Aurore ? Du coup, bonjour à tous. C'est un petit peu différent chez nous, parce que le contexte du LHSS, donc plus précisément du HSR Périnat Confluence d'Atis-Mons, cité ce matin, c'est d'accueillir les mères qui ont des problématiques de santé, toutes problématiques confondues, dont les maladies chroniques, dans un contexte du coup de périnatalité en pré- et post-maternité. Du coup, nous, on travaille uniquement avec des mères qui sont malades, qui ont des problématiques de santé qui nécessitent des soins. Et du coup, notre problématique principale au niveau des enfants, ça va être effectivement sur de la garde. Donc, on a toute une équipe pluriprofessionnelle qui rend possible les soins, principalement de la maman, pour que la maman puisse après être disponible pour prendre soin elle-même de son enfant. C'est principalement à ce niveau-là, en premier lieu. La mère d'abord, mais la mère a besoin effectivement de pouvoir, vous l'avez dit, confier son enfant. On l'a entendu ce matin dans le témoignage de Mariam qui disait « Je suis à l'hôtel, ce qui me sauve, c'est la crèche, c'est de pouvoir mettre mon enfant à la crèche. » Je voudrais qu'on partage autour de justement du fait de confier son enfant, de ce que ça apporte
et aussi des difficultés. Vous en avez parlé un petit peu, Carole, de la question de la confiance. En quoi, pour vous, permettre à une maman en vulnérabilité, en précarité, de confier son enfant, en quoi est-ce que c'est un élément favorable au développement de ce petit ? C'est la question un petit peu de la séparation. Quand on laisse, on permet de mieux se retrouver aussi. Et donc d'avoir des lieux où on confie son enfant en confiance, ça permet aux mamans donc de faire toutes les démarches dont elles ont besoin autour de l'accès à l'emploi, autour de l'accès aux droits. Et quand l'enfant est là, c'est compliqué. Elles ont une représentation des institutions très vague, très floue. La question de prendre des rendez-vous, c'est compliqué. D'arriver à l'heure, c'est compliqué. Donc le mode de garde est un moyen, en tout cas, pour aider ces familles. Et puis aussi, on le sait par ailleurs aujourd'hui, les modes de garde permettent aux enfants de se développer aussi harmonieusement. On ne fait pas tout, mais en créant des univers riches pour les enfants avec des professionnels formés, c'est aussi le moyen d'intervenir directement sur leur développement. Gaëlle ? Oui, je rebondis sur ce que dit Carole, qui est très juste. Aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus de données en France sur l'impact des modes d'accueil sur les jeunes enfants de moins de 3 ans. Et les données qu'on commence à avoir, notamment avec la cohorte ELF, c'est que les impacts sont d'autant plus forts que l'enfant est d'un milieu socio-économique défavorisé. On a plus d'impact sur le développement langagier et cognitif sur ces enfants-là, d'où l'importance cruciale de leur permettre cet accueil-là. C'était la jeune femme de l'INSEE ce matin qui disait que malheureusement, et puis Arnaud aussi, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, ils y ont beaucoup moins accès. Pourquoi ? Parce que longtemps, on a considéré que les modes d'accueil, en fait, c'était un outil de la conciliation vie privée, vie professionnelle. Et que donc, dans beaucoup de villes encore, dans le scoring de l'attribution des places en crèche, il faut une activité des couples. Et il y a de plus en plus de villes aujourd'hui qui prennent en compte le fait que non, c'est un outil de prévention aussi pour les enfants, et qu'il faut donc faire rentrer dans le scoring d'autres critères que celui-ci. Ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est le fait que c'est du répit parental. On parle de plus en plus de cette notion de répit parental. Faut bien avoir conscience que pour ces familles, pour ces mamans, les mamans seules notamment, c'est H24 avec leur enfant dans des chambres d'hôtel. Donc quand on y pense, quand on a soi-même des enfants, et qu'on s'imagine 24 heures sur 24 avec son enfant dans une chambre, il y avait l'autre maman qui témoignait là ce matin des enfants qui couraient dans le couloir, ce qui est un constat de beaucoup de professionnels qui travaillent dans les structures d'hébergement d'urgence, qui me remontent à moi, parce que moi je ne suis pas directement avec les familles et les enfants, mais on a un souci des enfants qui sont toujours dans les espaces communs, et donc de supervision, etc. Et qu'il faut le travailler avec les familles, parce qu'effectivement on ne peut pas laisser des tout petits enfants seuls dans les espaces communs, c'est pas possible. Donc comment on s'organise, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, les professionnels avec les familles, sur un mode un peu de coéducation, mais du coup, je m'éloignais, d'où la nécessité que les enfants soient accueillis dans les structures en journée pour que les mamans puissent souffler. C'est pas juste pouvoir aller faire les courses et les démarches administratives, c'est juste souffler, parce que psychiquement, sinon, c'est intenable. Je vous en prie. Ouais, c'est vrai que moi, je voudrais juste compléter sur cette notion d'espace. On se rend compte que c'est quelque chose qui manque, et nous, pour le coup, l'espace, il a été pensé pour la petite enfance, il est tout petit. Et c'est une sécurité pour eux, mais également pour les parents, de permettre un espace sécurisé où le parent sait que son enfant il va pouvoir explorer, vivre en sécurité avec rien de dangereux pour lui. Ce qui n'est vraiment pas le cas quand on est à l'hôtel ou dans la rue, a fortiori, oui. Donc des espaces. Alors, il y a un point important. Je voudrais juste revenir, Gaëlle, sur cette information que vous venez de nous donner. Donc, en termes de développement de l'enfant, le fait de pouvoir avoir accès à des modes de garde, notamment la crèche en collectif, vous nous dites que ça permet un développement, ça améliore le développement, ça aide. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des éléments qui sont documentés ? Est-ce qu'on on peut dire de façon certaine, c'est un avantage pour le développement de l'enfant ? Alors, peut-être que quelqu'un me contredira dans la salle, mais non, on avait déjà des données d'autres pays en dehors de la France, sauf que c'est toujours très difficile de comparer les données parce que ce n'est pas les mêmes systèmes.
Là, maintenant, on commence vraiment à avoir des données, notamment avec les travaux de Lydia Panico, à partir des éléments de notre fameuse cohorte ELF. Donc la cohorte ELF, c'est depuis en 2011, on a recruté 20 000 familles en maternité. Et depuis, on essaye de suivre ces familles en recueillant plein de données, des éléments de vie pour mettre en relation ces éléments avec le devenir, le développement des enfants. Et donc, on commence à avoir des résultats en comparant les enfants accueillis en EAJE, en crèche, les enfants accueillis chez les assistantes maternelles et les enfants qui restent avec leurs parents. Et on voit qu'on a un impact, alors plus d'impact sur le développement cognitif et langagier que sur le développement moteur, et plus d'impact pour les enfants des familles plus défavorisées. Donc on sait que c'est un outil de prévention précoce. Levier important. Arnaud, puis il y a aussi cette question donc, de l'accueil en crèche ou du fait de confier de son enfant, de la détection des risques. Et ça, c'est un point, on va dire, un peu délicat, mais c'est aussi un endroit où la détection des risques pour l'enfant peut se faire. Oui, je pense que c'est en lien aussi avec la question de la valorisation des métiers en réalité. C'est-à-dire qu'on pense souvent justement mode de garde. Là, on devrait penser mode d'accueil et même d'accompagnement au niveau du développement de l'enfant. Et on a du mal, je pense, à valoriser les métiers de la petite enfance. Enfin, je me battais quand j'étais enfant présent et Carole le fait également avec bien d'autres. Je pense qu'on a un regard assez péjoratif sur ces métiers-là qui finalement voient énormément de choses et il n'y a rien qu'à voir. Moi, je suis intervenu récemment justement sur ces questions de violence faites aux enfants. La première question posée dans la salle, c'était une auxiliaire de puériculture qui disait « mais nous aussi, on travaille, on fait de la détection, etc. » Et effectivement, avec un vrai souci de valorisation et même de pouvoir être entendu par moment en se disant bah, « voilà, je suis pas... Enfin, quelle est ma voix en fait ?» alors que ce sont des personnes qui vont faire de la transmission au niveau des parents, ce sont des personnes qui vont recevoir l'enfant, qui vont être au quotidien avec, etc. Et d'une certaine manière, c'est comme s'il y avait une forme de distance, parce qu'on pense le service au niveau de la petite enfance. On ne pense pas forcément l'accompagnement et toute la dimension préventive, mais au sens noble. C'est vrai que moi, je suis désolé, j'ai un peu plombé l'ambiance avec la question des chiffres, mais parce qu'ils sont réels, mais en tant que tels, c'est vrai que on pense pas on pense le lien parent-enfant comme inné. Et donc, on se dit à un moment donné, bah voilà, donc c'est le service, voilà, il a bien mangé. Enfin, moi, je me rappelle bien, ça avait marqué. J'ai un gamin qui a 7 ans aujourd'hui. À la crèche, les seuls éléments qu'on me donnait, c'était de savoir, c'était plutôt bien. D'ailleurs, il mangeait bien, bon, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il y avait quasiment rien d'autre pour certains. Et on voit bien qu'il y a une culture, on va dire, qui est amorcée. Alors, ça se fait de plus en plus. Il y a des travaux quand même qui ont été menés pour inclure justement et valoriser les crèches. C'est, je pense, je ne vais pas faire forcément de la de la pub par exemple, pour le gouvernement ou quoi que ce soit, mais néanmoins, sur le précédent mandat, c'était, je pense, toute l'action qui nécessitait pas beaucoup d'argent, mais de se dire qu'on pouvait avoir une stratégie prévention-protection de l'enfance qui vient dire à un moment donné que la protection de l'enfance, c'est pas uniquement des dispositifs de la protection de l'enfance, puisque bien évidemment, on regarde la Convention internationale des droits de l'enfant, on doit tous protéger les enfants, et donc c'est pas uniquement une compétence départementale, c'est pas vrai. Donc je salue moi notamment la CNAF, donc au niveau donc national, qui a pu prendre des actions et valoriser, je pense, dans les crèches, etc. Après, il est vrai qu'on a quand même un peu de boulot, et notamment dans la question de la valorisation, parce que la question des crèches dont on parle, c'est la question aussi de la manière dont on vient valoriser ce travail-là, mais de manière pécuniaire. Et aujourd'hui, les crèches ont du mal à recruter de manière considérable, tout simplement parce que les gens sont payés au lance-pierre. Il faut le dire aussi les choses de cette manière-là, parce qu'on ne les valorise pas suffisamment à la hauteur de... Merci. Non, mais c'est important, je pense, et ça montre, ça dit quelque chose en termes de comment dire, de politique sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour moi, ce sont des personnes qui ont des mines d'informations qui doivent nous servir, évidemment, à être en capacité d'intervenir au plus tôt, et on ne le fait pas suffisamment, et pour autant, dès qu'on va les interroger. Voilà. Je vais compléter parce que je vais prendre ma casquette un peu militante. Aujourd'hui, effectivement, Gaëlle l'a dit, toutes les études montrent que effectivement, les collectivités sont importantes pour les enfants et pour effectivement les familles vulnérables encore plus. Il n'y a pas suffisamment de places de crèche. Donc effectivement, encore dans beaucoup de lieux, priorité est faite aux enfants dont les deux parents travaillent, avec tous ces enfants qu'on ne touche pas et dont on sait que ce développement va avoir un impact sur leur vie future. Et donc aujourd'hui, c'est un facteur d'inégalité qui est vraiment aberrant. On nous dit tous les jours que effectivement, la collectivité, ça serait génial, soutenir les parents, etc. Mais il faut pour ça des moyens, il faut un vrai engagement des politiques aujourd'hui pour que
chaque parent qui le souhaite puisse mettre son enfant en collectivité. Je ne dis pas qu'on soit obligé, mais en tout cas que ces places existent. Et donc ça suppose effectivement de la formation, la reconnaissance des métiers de la petite enfance. Peut-être pour compléter le propos de Carole, en fait, il faut bien voir qu'il n'y a pas d'obligation de créer des crèches. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de compétences. On pourrait imaginer, si on les met dans le giron de la protection de l'enfance, que ce soit une compétence départementale. Certains l'ont fait en Seine-Saint-Denis et autres, en ouvrant des appels à projets assez importants qui mettent en avant le fait qu'il y ait une dimension justement de protection de l'enfance. Et aujourd'hui, ce n'est pas une obligation au niveau des communes, d'où des fois d'ailleurs aussi, je suis désolé de le dire de cette manière-là, je pense certaines dérives qu'il peut y avoir avec des crèches, avec des modèles privés, etc. et autres, qui peuvent aussi venir nous interroger. Moi, je le dis de manière très claire, ça ne veut pas dire que tout est acheté, mais nous, on doit s'interroger aussi sur la dimension des projets, je dirais au sens éducatif, au sens d'accompagnement du développement de l'enfant, au sens forcément avec un regard qu'on peut avoir autour de la médecine, etc., sur le développement de l'enfant. Et on voit bien que là-dessus, il y a une inégalité territoriale qui est massive, c'est-à-dire qu'on est loin du compte, et malheureusement, quand on se retrouve dans les quartiers, on va dire, les plus difficiles, c'est pas là où il y a le plus de possibilités d'avoir un accueil de son enfant. Alors quoi, au final la secrétaire d'État était là ce matin, par vidéo, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'État pousse à la création de crèches. Vous nous parlez de compétences du département. On sait que les assos que vous êtes, vous agissez sur le terrain, mais forcément avec des moyens limités. Il faut pousser dans quel sens? Créer des crèches, mais avant cela, c'est effectivement d'encourager des professionnels, leur dire comme leur métier est noble, les valoriser aussi, et de se dire qu'il y a des perspectives de carrière dans ce milieu et qui sont essentielles. Aujourd'hui, même si on crée des places de crèche, parce qu'on annonce ça aussi beaucoup, là, 5000 places de crèche, mais très bien, je suis heureuse, mais il va falloir des professionnels. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de professionnels, même pour tenir des structures qui sont ouvertes et des places fermes. Des postes de JE, j'en ai parlé avec quelqu'un ce midi. Il n'y en a pas ou quasiment pas? En tout cas, je vais parler pour Paris, puisque moi je suis sur Paris. Sur Paris, là, il va y avoir des promos sortantes, mais il n'y a pas de JE. Je suis sur un recrutement, personne ne postule. Auxiliaire de puériculture, c'est pareil. Et aujourd'hui, si on n'a pas ces professionnels diplômés dans les textes, on ne peut pas ouvrir les structures. Il nous faut un certain nombre de professionnels diplômés pour les taux d'encadrement. Donc ça montre bien l'étendue du problème. Il y a des inégalités, il y a des choses à faire en petite enfance et il faut investir et donner envie à des personnes de faire ce métier. Arnaud, vous alliez ajouter quelque chose? Je pense que l'État peut, à mon sens, effectivement, impulser quelque chose, notamment en rendant obligatoire certains lieux, mais en pensant les choses autrement. C'est pas un service en réalité. C'est un peu comme l'école, quoi. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, l'école est obligatoire à 3 ans. Donc ça veut dire que ça repose la question, quand même, à mon sens, de la crèche, mais aussi des crèches familiales. On ne pense pas suffisamment aux assistantes maternelles, notamment assistantes familiales, qui font un travail remarquable. On ne pense pas forcément on parle souvent d'elles, si j'ose dire, quand il y a malheureusement des violences, d'ailleurs, qui peuvent se produire au sein même par une assistante maternelle notamment. Je pense, moi, qu'il faut effectivement que l'État porte quelque chose de valorisant par rapport à ça. C'est l'angle mort. On parle de la protection de l'enfance comme angle mort. J'en ai parlé très rapidement. Parce que pour moi, c'est une évidence, toute la question du milieu ouvert, d'ailleurs, où j'ai dit aide éducative en milieu ouvert, c'est bien assistante éducative en milieu ouvert, j'ai été repris juste après par Camille. Ce que je veux dire, c'est que les enfants placés, c'est l'angle mort, le milieu ouvert, c'est l'angle mort de l'angle mort, les crèches, c'est l'angle mort de l'angle mort de l'angle mort, encore derrière, parce que... On finit par plus voir. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un besoin important, je pense, de volonté politique, au regard aussi, je le disais moi tout à l'heure, parce que à chaque fois ça me semble important de le rappeler quand même, je veux dire, on ne peut pas au bout d'un moment se dire que les prises de parole qu'il y a sur la violence faite aux gamins, dont je fais partie, sont là uniquement d'une certaine manière pour émouvoir le public, pour dire ah c'est dur quand même, il y a des gamins qui souffrent. Je veux dire, ça fait combien de temps que d'une certaine manière les personnes prennent la parole et se disent au bout d'un moment voilà ce que j'ai vécu, machin, etc., pour qu'il y ait des actions en réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose, une volonté politique, avec des moyens financiers considérables, à mon sens. On parle d'1 milliard, je crois, pour les violences faites aux femmes. Je pense que, raisonnablement, c'est ce qui manquerait, je pense aussi, à minima, au bas mot, pour les violences faites aux enfants, mais au sens positif du terme, sur la question de la prévention, etc., pas uniquement sur des questions de placement, parce que tout de suite, on pense à ça. Je pense qu'il faut élargir. Ce ne sont pas uniquement les dispositifs de protection de l'enfance qui relèveraient de l'aide sociale à l'enfance, mais ce sont aussi les PMI. Moi, j'y pense beaucoup. Il y a eu le rapport Perron qui avait été fait au moment du précédent quinquennat. La députée Perron, on en pense qu'on veut, mais néanmoins, ce qu'elle disait au bas mot, c'est qu'il manquait en fait un peu de moyens quand même dans la PMI. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé derrière
des maisons des 1000 premiers jours. Donc moi je pense qu'à un moment donné, on ne demande pas forcément de nouveaux dispositifs. Il y a des moyens, en fait il y a des choses qui existent qui sont plutôt bien. Les PMI à mon sens c'est une mine, c'est pareil, mais je pense que réellement on manque de moyens. Il n'y a pas la PMI au Québec, hein. On n'arrête pas de nous parler du Québec, mais la PMI au Québec ça n'existe pas, c'est nous la PMI. Donc effectivement, non je pensais, c'est ce que disait Arnaud, ça me faisait penser au fait qu'il faudrait rappeler en permanence que le prix Nobel d'économie de 2000, James Heckman, c'est lui qui a prouvé le retour sur investissement d'investissement social en petite enfance, qui normalement est censé faire gros clignotant. Effectivement, nous on a répondu, Papoto, à un appel à projet récemment, je vous dirai pas où des financeurs doivent mettre de l'argent sur plusieurs projets. Et la personne qui est en charge de ça me dit, bon, tu sais, ils mettent beaucoup d'argent sur l'insertion professionnelle, mais la petite enfance, bon, c'est un peu dur, ça leur parle pas des masses. Je leur dis, bah, c'est bête, parce que si on mettait l'argent sur la petite enfance, on aurait peut-être moins besoin de mettre de l'argent sur l'insertion professionnelle plus tard. Donc c'est un peu mais c'est toujours la prise en compte du long terme. Voilà. C'est difficile. Ouais. Alors, c'est très intéressant ce que vous nous dites. Donc, vous nous dites des moyens, des dispositifs. Il y en a, ça peut fonctionner, mais il faut des moyens, il faut revaloriser. Mais là, on a abordé la question de l'accueil de l'enfant. Et on a commencé cette table ronde en disant d'abord aider les parents, aider les mères. Et je me tourne à nouveau vers vous, Lauriane, pour aider les mères, pour aider les parents, puisque, on l'a dit, c'est essentiel, aider les familles. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de mieux pour avancer sur cette question-là ? Être disponible, être présent. Après, principalement, voilà, je rejoins mes camarades. Et effectivement, il faut que les familles aillent vers ces dispositifs, s'en saisissent. On sait que voilà, aujourd'hui, les familles dont on parle à ce colloque, c'est des familles qui ont plutôt besoin qu'on aille vers elles plutôt qu'elles viennent vers nous. Moi, je pense qu'à mon niveau, en tout cas, voilà, au niveau du LHSS, ça manque de dépistage, d'orientation. Et j'en discutais avec les collègues. Aujourd'hui, on a plus, nous, de possibilités d'action au niveau du lien d'attachement, au niveau de l'accompagnement à la parentalité. Quand une famille elle est prise en charge enceinte, en situation de grossesse, plutôt que quand elle arrive où l'enfant il a déjà 3 mois, 4 mois, 6 mois. Donc repérer voilà, précocement. Et ça, c'est tout le travail des maternités, des suivis de grossesse. Et qu'est-ce qui manque ? Vous dites ce repérage, il faut qu'il aille plus loin, mais qu'est-ce qui permettrait d'aller plus loin ? Je pense le fait de se connaître entre nous et de connaître les dispositifs existants, d'en parler et de la reconnaissance. Cette interconnaissance, elle n'existe pas aujourd'hui ? Moi, je pense que, très sincèrement, je suis désolé, mais là-dessus, il y a quand même une question de moyens qui est fondamentale. Aujourd'hui, ce qui fait évidemment qu'il y a des degrés d'urgence qui reculent éperdument, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas suffisamment de moyens humains, des fois, qui sont développés, qui font que les personnes on est dans des priorisations en matière d'urgence. Et toute la dimension préventive, par moment, nous, on le voit bien. Enfin, je suis désolé, on a des situations, par exemple, d'investigation éducative, avec des fois, sur certains départements, vous voyez, dans le 92, on a, qui est un département donc plutôt riche, mais ce qui a absolument rien à voir, on a des fois 250 mesures en attente pour l'évaluation d'enfants en danger. Ça signifie qu'on met 1 an. C'est-à-dire que, pour bien comprendre l'histoire, le juge nous dit, il faut savoir ce qui se passe. On met à peu près 1 an, des fois, pour pouvoir répondre, ce qui est complètement dingue. Les professionnels font quoi ? Les professionnels, ils sont confrontés à cette réalité, ils piochent sur les situations où il y a des tout petits qui risquent d'être en danger, au détriment de qui ? Des enfants, je sais pas, on prend un gamin de 6 mois au lieu d'un gamin qui a 5 ans. Enfin, je veux dire, on en est là quand même. Alors, on peut me raconter ce qu'on veut sur, oui, alors je suis d'accord, hein, c'est bien de se connaître, mais il n'y a pas de problème, je trouve ça très bien, etc. Sauf que confronté à cette réalité-là, enfin, je veux dire, c'est la quadrature du cercle pour le professionnel. Bien sûr qu'il sera d'accord avec moi pour dire ouais, c'est important, je rencontre l'autre personne face à quelque chose, l'impuissance du truc, quoi. On est dans une situation et du coup, ça donne quoi ces situations ? Ça donne des fois des gamins qui se retrouvent, malheureusement, des situations qu'on retrouve au JT ou autre, ou des situations où au bout d'un moment, vous n'avez pas d'autre moyen que de placer un môme parce que tout simplement, il y a pas, ça arrive. Alors oui, bien sûr qu'il y a des situations de danger, je ne dis pas qu'on place de manière abusive ou quoi que ce soit, comme d'autres peuvent le laisser entendre, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des situations d'une certaine manière, entre guillemets, qui pourrissent,
parce qu'on n'a pas pu intervenir suffisamment tôt, avec une vraie frustration pour les professionnels. Ça génère des tensions entre les différents secteurs. L'hébergement qui regarde évidemment la protection de l'enfance en disant ouais, tiens, qu'est-ce qu'ils font, ils sont un peu trop sûrs d'eux, etc. Forcément, la protection de l'enfance, souvent, moi j'arrête pas de le dire, est sous le sceau de la justice. C'est-à-dire que vous avez un juge qui ordonne, c'est pas rien quand même quand un juge ordonne, généralement. Donc vous avez quelque chose qui est de l'ordre, et du coup ça vient mettre le curseur à un autre endroit. Et je pense que la question, encore une fois, des moyens, moi j'entends encore une fois tout ce qui est dit, et à juste titre, parce qu'on sait bien qu'en France, on est hyper clivé et on cloisonne, etc. Mais bon sang, quand même, quand on voit le manque de moyens considérable qu'on a au niveau des structures, ce que ça donne, et pourtant, on voit bien on parlait d'une personne juste avant, quand même, qui a donné beaucoup sur la protection de l'enfant. J'ai une forte pensée, moi, pour Emmanuel Ajon, je le regarde en même temps, vraiment, qui était une personne exceptionnelle du côté de Bordeaux, etc., qui a fait des trucs fous. Et il y a certes une volonté politique, mais qui, d'une certaine manière, au regard de l'étendue du chantier, alors qu'on tient, hein, quand je dis ça, encore une fois, je me lève le matin, je me recouche le soir, je me relèverai demain matin, il n'y a pas de problème, mais je veux dire quand même, c'est-à-dire qu'on voit bien la qualité des professionnels. Alors oui, des fois, il y a des erreurs qui sont faites, ou quoi que ce soit, bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas à faire, mais quand même, globalement, on a des gens qui sont engagés sur le terrain, et on se retrouve confrontés, je vous dis, à des critères de priorisation qui rendent dingue, en réalité. Enfin, je suis désolé de le dire de cette manière-là. Il ne fallait pas m'inviter. Je crois que... Une fois qu'on a posé ces constats, qui sont des constats assez sombres, hein, soyons clairs, donc la nécessité de trouver des moyens, la nécessité de valoriser des métiers qui sont des métiers essentiels et des beaux métiers. Une fois qu'on aura réglé ces problèmes-là, effectivement, il faudra se parler, mais le problème, c'est le nerf de la guerre. Ces moyens, on les trouve où? Vous avez cité, plusieurs d'entre vous depuis ce matin, la capacité de certains privés de passer des partenariats, d'avoir du mécénat. Est-ce qu'il y a une manière de faire, puisqu'on sait très bien que quel que soit le sujet qu'on aborde aujourd'hui en France, il y aura cette question de... Il faut aller chercher ces moyens. Alors, comment, vous qui êtes autour de cette table, comment vous abordez cette question des moyens? On fait quoi? On fait comme on peut. C'est-à-dire que je suis à la responsabilité d'une crèche et donc on a des financements qui sont ceux de la CAF et de la ville pour le fonctionnement d'un établissement d'accueil du jeune enfant, on va dire normal. Aujourd'hui, quand on accompagne 80% de familles en situation de vulnérabilité et avec tout ce dont on a parlé depuis ce matin, imaginez le temps que ça demande. Donc qu'est-ce qu'on fait? On répond à des appels à projets tous les ans pour lesquels on rend des bilans tous les ans et ça nous aide beaucoup déjà. Ça nous apporte des moyens supplémentaires pour avoir un peu plus de professionnels parce qu'effectivement une adaptation d'un enfant qui a jamais été séparé de sa maman qui a 2 ans, elle dure pas 3 jours, elle peut durer 1 mois et donc on a besoin de plus de moyens, on a besoin de plus de temps, donc on répond à des appels à projets. Mais c'est lourd aussi ça. C'est lourd et moi je dis ça d'autant plus que je fais partie d'une association quand même qui n'est pas une petite association, on a 10 structures différentes, 3 établissements d'accueil du jeune enfant, mais pour des monostructures, une crèche toute seule, la responsable aujourd'hui elle est auprès de ses équipes parce qu'il lui manque des effectifs, parce qu'il n'y a pas de JE, elle s'occupe des enfants et donc à côté de ça, il faudrait que le soir, elle réponde à des appels à projets. Donc c'est sûr que ça nous aide, je ne peux pas dire l'inverse. Il y a aussi, je vais quand même parler un petit peu du bonus mixité qui est en fait un bonus quand on accueille beaucoup d'enfants pauvres, qui est mis en place par la CNAF depuis quelques années. Ça nous aide également beaucoup, c'est-à-dire que quand on accueille un certain nombre de familles vulnérables, on a des financements complémentaires. Et ça, c'est vrai que c'est un financement qui n'existait pas et qui nous aide beaucoup. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'aujourd'hui, dans son mode de calcul, il n'est pas suffisamment ajusté dans le sens où dans l'établissement que je dirige, on a 80% des familles en dessous du seuil de pauvreté et on n'a pas le bonus maximal parce qu'en fait, ce bonus est calculé sur des moyennes de participation familiale. Donc, si on accueille 5 familles, on ne va pas dire riches, mais on va dire des familles qui travaillent, la moyenne, elle baisse et donc on n'a pas la totalité du bonus. Tout ça pour vous dire que là où effectivement ce bonus était créé pour encourager ça s'appelle mixité. Voilà, c'est ça. Donc moi aujourd'hui, je me trouve confrontée à accueillir des familles qui amènent de la mixité dans l'autre sens parce que c'est essentiel dans le partage entre parents d'accueillir des enfants qui viennent de tous les milieux. Mais aujourd'hui, il faut savoir que si j'accueille une famille de plus dont les parents travaillent, je perds 40 000 euros
et donc avec tout ce que ça engendre derrière auprès des enfants. Donc ça aussi, c'est des réalités qui sont... voilà. D'autant plus que ce bonus, du coup, fait que les structures qui n'accueillent pas du tout d'enfants pauvres, si elles en accueillent un ou deux, je dis pauvres, mais je le dis vraiment avec vulnérables, ça ne change rien. Donc ça ne va pas encourager des structures qui n'en accueillent pas à en accueillir. La tambouille financière, qui est effectivement le nerf de la guerre, est extrêmement complexe. Il y a cette problématique. Tu l'as dit tout à l'heure, quand on travaille avec des familles vulnérables, c'est du temps. C'est vraiment du temps, c'est beaucoup plus de temps. Mais ça, c'est pas pris en compte très souvent par les financeurs. Donc il y a les financeurs qui ne vont financer que de l'action face au public et qui ne payent que le temps passé devant le public. Et moi, je leur dis, mais en fait, le gros de notre travail, c'est pas ça. C'est tout le temps aussi pour aller chercher les familles, etc. Et puis après, il y a tous les appels à projets qui ne financent que l'action. Mais sauf que pour faire des actions, il faut que vous ayez une structure, il faut que vous ayez des gens que vous payez, il y a le frais de fonctionnement, enfin il y a tout ça. Moi, si j'avais du temps, en fait, je ferais du lobbying pour dire mais il faut changer les façons de faire le financement. Mais aussi. Ce qui n'est pas forcément, pardon, si je peux me permettre, ce qui n'est pas forcément vrai dans le cadre du bonus mixité, qui pour moi est une vraie discrimination positive qui doit nous interroger, c'est qu'en réalité, c'est le coût à la place. C'est pas l'accompagnement. Puisque la question de l'accompagnement, encore une fois, enfant présent, on le voyait bien sur des situations, même avec des familles, je me rappelle, je sais pas, un couple d'avocats, etc., où c'était bien dysfonctionnel, qui demandait énormément de temps, c'était pas une question de précarité. Là où il y a un problème de financement, c'est que c'est le coût à la place. C'est-à-dire que c'est la garde de l'enfant en réalité. C'est pas le soutien aux parents justement qui est valorisé. Et je pense que les politiques publiques, là où elles doivent aller dans la valorisation même de l'établissement, c'est de se dire, bon sang, en fait, un professionnel en crèche fait autre chose que garder un gosse et je sais pas, aller à la toilette, lui faire manger, et je pense que ça, culturellement, comme ce sont des métiers très féminins, faut quand même se le dire, hein, je pense qu'on est quand même, on a un peu de mal en fait, voilà, de manière très claire. Et pour aller même dans les solutions, par exemple, parce que j'en profite, vous avez ce matin Rada Hatem quand même, qui était présente, voilà, Rada, elle en connaît quand même aussi un rayon au niveau de la Maison des Femmes de Saint-Denis, à laquelle je participe aussi. C'est simple, ce sont des mécènes privés, je veux dire, pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et puis vous allez voir certaines éventuellement VIP ou anciennes championnes du monde de karaté, etc., qui vont venir. Faut se lever le matin, comment dire. Bien sûr qu'on y croit, mais je pense que très sincèrement, le nerf de la guerre, il n'y a pas à se leurrer. C'est valoriser, je dirais, ce qui est fait au niveau des actions qui sont confiées à l'ensemble des crèches, et c'est pas uniquement de la garde, etc. Et du coup, ça signifie que ça doit apparaître dans le mode de calcul. Il faut arrêter avec cette question d'heures, parce que finalement, on fait beaucoup plus que ça dans une crèche. Et moi, c'est quelque chose qui me semble essentiel aujourd'hui. Lauriane, un mot de plus sur cette question de... Pas spécialement concerné au HSR. On a un dispositif expérimental cofinancé par l'ARS et la DRIL. Et du coup, pour le coup, nous, on a le temps, puisqu'on a une équipe de 50 ETP pour 150 personnes accueillies. Expérimental, avec la question en corollaire, c'est pérenne ? On pense, on imagine. Ça paraît difficilement possible autrement que pérenne. Aujourd'hui, maintenant, voilà, on a 1 an et demi d'expérimentation. Il nous reste encore 1 an et demi avant de se positionner. Merci et bravo. On espère que ça va continuer. Je garde un terme, c'est celui que vous avez utilisé, Gaëlle, lobbying. Et tous les échanges que vous avez eus vont sans doute tourner autour de cette notion-là. Je surveillais l'heure du coin de l'œil et je vous propose peut-être d'intervenir, de questionner, de témoigner aussi, puisque les structures dans lesquelles vous intervenez ont peut-être des expériences différentes. Je vais juste récupérer mon téléphone parce que je crois qu'il y a eu des questions qui sont arrivées. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole de vive voix ? Je viens jusqu'à vous avec le micro. Oui, juste pour compléter sur les crèches, je suis directrice d'un centre maternel dans lequel il y a une crèche ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui est un outil absolument génial pour les familles qu'on accueille. Et simplement pour compléter, piloter un établissement ouvert 24 heures sur 24, il n'y a pas les sous en face.
puisqu'une heure de crèche, la journée et la nuit, est au même tarif. Voilà. Donc c'était juste pour compléter les propos autour du financement. Merci de cet apport. Madame, est-ce que vous voulez m'aider à faire passer le micro, s'il vous plaît ? Bonjour, Marie-Diane Brand. Donc moi, je suis étudiante en psychologie. J'ai fait d'ailleurs un stage à l'ASE en placement familial. Et je suis membre de Droit au logement, donc association que peut-être vous connaissez. Donc on a beaucoup parlé de l'hébergement ce matin, sans évoquer spécialement le logement aussi, qui est quand même un droit à valeur constitutionnelle. Et il y a beaucoup de choses tout au long de la journée qui m'ont fait réagir. Là, tout récemment, c'est sur le fait justement que l'implication sur le terrain des professionnels, malheureusement, c'est parfois comme un pansement sur une jambe de bois, j'ai envie de dire. Et là où, au sein de Droit au logement, on se rend compte que les choses bougent, en fait, c'est tout simplement de déranger. Et c'est peut-être ça aussi qui manque quand on parlait de mobilisation, d'action tout à l'heure, c'est de porter des revendications sur le terrain, mais de façon dérangeante pour amener les pouvoirs publics, notamment l'État, à se bouger en fait et appliquer aussi des lois qui existent. Et ça porte ses fruits, quoi. Donc c'est sûr que c'est un combat, c'est des luttes. Donc à Droit au logement, c'est les adhérents qui militent ensemble et qui luttent, qui s'impliquent. Donc ça renforce aussi leur capacité à agir et à se sentir un peu plus dignes face à toutes les difficultés qu'elles rencontrent et à partager ensemble. Et elles obtiennent les choses, quoi. Donc le logement, donc ça prend des mois et des mois. On obtient des accords de relogement. Mais malheureusement, je crois qu'il n'y a que ça qui marche. Et j'espère que toutes les personnes qui sont ici aussi ne rentreront pas chez elles en se disant seulement... l'esprit plein des constats partagés aujourd'hui, mais aussi avec l'envie de s'impliquer et d'y aller fort. Et à un moment donné, il faut ce qu'il faut, quoi. Voilà. Merci. C'est mon témoignage, mais je pourrais témoigner de plein d'autres choses plus longuement, mais bon. Non, mais vous avez entièrement raison. Par contre, si je peux juste répondre au témoignage qui est important, c'est-à-dire vous avez entièrement raison. Déjà, on n'est pas en train de dire qu'on va baisser les bras. Je me permets de parler pour ma voisine de droite ou d'autres. Ouais. Après, je pense que le docteur Delanoë a apporté cette précision à juste titre sur la précédente table ronde qui me semblait tout à fait, je pense, importante. C'est que je pense que la question de l'enfance, de l'enfant en tant que tel comme sujet de droit en France, c'est un vrai sujet de fond, justement, de reconnaître l'enfant comme sujet de droit. Quand on pense justement que des enfants sans papier, etc., ne sont pas forcément reconnus avec tout ce que ça peut vouloir dire d'une certaine manière, on est loin, en fin de compte, en France aussi, on a tout ce travail-là qu'à faire. Alors il y a du monde qui se présente, néanmoins, on voit bien dans le registre des militants, etc. Après, on est sur quelque chose qui, culturellement, est extrêmement complexe. Ça ne veut pas dire que l'enfant, ça mobilise pas. On voit bien, on est quand même nombreux, quel que soit le secteur, etc., avec par moment, forcément, déjà beaucoup de médecins également qui font un travail remarquable et qui sont là pour monter au créneau, des professionnels, etc. Sauf qu'à un moment donné, on est face à une culture qui est hyper complexe. On voit bien, pour tout vous dire, moi j'ai fait partie du mouvement MeToo Inceste, etc. Vous avez eu une bombe qui est sortie. On a eu une réponse du président de la République, ok, tout ce qu'on veut, sauf que derrière, ça a avancé petit à petit, je veux dire. Alors qu'on disait qu'en fait, on a un retard, si on regarde ce qui se passe dans les pays voisins, qui est quand même considérable. Et on voit bien que c'est culturellement qu'il y a une résistance en fait, qui s'opère, et ça ne veut pas dire que ça mobilise moins, par exemple, que le logement et autres, mais ça veut dire qu'on a du mal, je pense, culturellement, ça veut dire qu'un enfant est un sujet de droit. On voit bien, regardez la question des violences éducatives ordinaires, pareil, on prenait la question de la fessée. Vous avez des choses, encore aujourd'hui, des réactions de parents et autres, quand même, ça va, j'en suis pas mort, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez des trucs comme ça qui restent culturellement, parce que je dis pas que c'est un état de fait, parce que je pense qu'il faut lutter justement par rapport à ça, mais on part de loin quand même. Oui. J'étais surprise tout à l'heure de la date de 2019. Pour moi, ça fait tellement longtemps qu'on en parle que c'est une question de société. C'est incroyable que la loi ne change qu'en 2019. Donc comme quoi ça va
ça demande beaucoup de persévérance et ça va très doucement. Il y a des choses qui avancent quand même. Hein. Moi, sur Paris, on peut quand même souligner, on a Dominique Versini qui a fait un plan de lutte contre les violences faites aux enfants, qui inspire quand même différentes personnes par rapport à ça. Donc il y a des choses qui avancent quand même. C'est-à-dire que, alors c'est sûr que dit comme ça, c'est vrai qu'on part tellement loin, encore une fois, au regard des chiffres, c'est atroce, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais c'est une réalité. Mais il y a des choses qui avancent, néanmoins, je pense, dans le bon sens. Par contre, il faut vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière de manière radicale. Et puis, je pense que je tire mon chapeau à tous les professionnels qui sont ici, vraiment. Mais en fait, je pense qu'aussi, la difficulté de la lutte, c'est qu'on est au quotidien avec les familles, en fait. Et donc après, il faut trouver l'énergie supplémentaire pour porter la parole, aller rencontrer les bonnes personnes, etc. Et donc, la priorité, en fait, pour nous, encore, ce sont les familles et les enfants. Et donc, difficile de continuer derrière, de manifester et de donner de l'énergie pour le reste. Monsieur Delanoë, je viens jusqu'à vous. Je voulais simplement vous donner lecture de questions qui sont arrivées par SMS. Bonjour, je travaille en PMI. J'aurais souhaité savoir quelle est la formation des personnes travaillant à l'association Papoto. Et rappeler à Madame Guernalec-Lévy que la PMI existe depuis l'après-guerre, qu'elle a un rôle et une prise en charge multiple auprès des familles. Donc je pense que nous pouvons être complémentaires, mais que l'un ne remplace pas l'autre, dit Virginie. Vous avez le micro... Gaëlle, alors Virginie, je n'ai jamais dit ça, j'adore la PMI. J'ai rappelé que c'était une spécificité française que le Québec n'avait pas. Donc je suis à fond totalement en soutien de la PMI. La question c'était sur la formation. Elles sont, il faut que je dise ils là, puisque comme on a un homme maintenant, EJE, psychologue, infirmière puère. Et le monsieur qui a été directeur de crèche pendant 30 ans, psychomotricien de formation initiale, me semble-t-il. Voilà, mais c'est grosso modo, c'est ça, psychologue, JE, infirmière puère, psychomote. Et on pourrait faire rentrer dans la boucle orthophoniste aussi, parce qu'on travaille beaucoup sur le développement du langage. Éducateur aussi EJE, ouais, éducateur jeunes enfants. On pourrait avoir EduxP. Et Anne, juste j'en profite parce que je me dis, mon Dieu, si tout ça a été filmé, merci à nos financeurs quand même. La Fondation de France, Région Île-de-France, ARS Île-de-France, les CAF, voilà, hein, vraiment sans vous, on ne ferait rien. On est reconnaissant pour ce qui est fait, mais il y a encore un long chemin à faire derrière. Voilà, vraiment sans vous, on ne fait rien, donc continuez. Oui, pour prolonger ce que vient de dire Arnaud Gallet, je pense qu'on peut faire la comparaison avec la situation des femmes et la domination masculine. On pourrait dire que la situation des enfants a 50, 60 ans de retard par rapport à la situation des femmes. La protection des femmes, ça a été obtenu grâce à un mouvement social puissant et qui continue et qui repart sur d'autres bases encore plus profondes avec MeToo. Pour l'enfant, c'est aussi, on en est là avec MeToo inceste et ces dénonciations-là. Mais c'est un combat politique. C'est un combat politique et social. Et je pense qu'on a à interpeller tous les politiques là-dessus. C'est vrai que c'était un débat qui était absent des programmes et des discussions pour les élections récentes. Mais je pense qu'on a interpellé les politiques. Ce qui est compliqué pour les enfants, c'est qu'ils ne peuvent pas se représenter eux-mêmes jusqu'à un certain âge. Donc on est là pour les représenter. Et donc il y a une ambiguïté. Mais à partir d'un certain âge, et de plus en plus tôt, par exemple, on peut émanciper un mineur. Tout d'un coup, il obtient des droits qui lui sont déniés s'il n'a pas 18 ans. Mais on peut décider qu'un mineur a des droits, il est émancipé. Donc, à partir d'un certain âge, les enfants peuvent, et ils le font parfois aussi, se battre en leur nom. Donc je pense que c'est vraiment la dimension politique de ce combat où on doit être aux côtés des enfants et interpeller les politiques. Et je pense que ça va bouger aussi avec le mouvement social qui est en train d'émerger. Alors bonjour, je suis élue à la petite enfance et puis je co-anime le groupe Stratégie Plan Pauvreté justement avec Carole et Arnaud. J'allais dire justement qu'il faut, l'axe majeur c'est la volonté politique et elle doit commencer. Il faut savoir que tout le monde ne le sait pas, mais la délégation petite enfance est provisoire, elle n'est pas obligatoire comme peut être le scolaire pour les villes. Donc en fait un maire il décide d'investir plus ou moins dans la petite enfance, c'est le choix. Puis c'est souvent une histoire longue de la ville, hein, parce que parfois il y a des maires qui veulent le faire, mais ils ont en héritage peu de berceaux. Donc c'est vrai que ça crée une inégalité, ne serait-ce de territoire, déjà et d'un.
Et deuxièmement, si ça devient une obligation, ça veut dire qu'on va devoir, ce qui est normal, proposer, je dis bien un mode d'accueil, c'est pas seulement que collectif, hein, ça peut être une crèche familiale, une assistance maternelle, parce que tous les enfants ne correspondent pas au collectif, ça je pourrais en parler longuement, et parfois ils ont besoin d'une assistante maternelle, parce que c'est un rythme à part, et donc ça voudrait dire qu'on doit offrir donc une place d'accueil à toutes les familles, hein. Donc ça, c'est un coût élevé que les communes ne peuvent pas assumer. Il va falloir que l'État, d'où cette volonté politique, l'État s'investisse. Et puis ce que j'espère aussi, c'est que suite à ça, en fait, là, on a eu un secrétaire d'État, Adrien Taquet, mais jusqu'à maintenant, on a eu souvent peu ou pas de représentants, ce qui se passe actuellement, parce que là, on a M. Abad d'un pied et puis de l'autre, donc on n'a aucun interlocuteur direct. C'est bien la preuve que la petite enfance a peu d'importance, et c'est fort négligeable. Et je rajouterais que tout ça, ça crée donc l'inégalité territoire, mais une inégalité homme-femme, on en parle. Pourquoi ? Parce que nous, si on n'a pas de place en crèche à proposer, qui s'arrête de travailler ? C'est la femme à 99%. Ça veut dire aussi que elle n'a pas de salaire, donc elle dépend financièrement de son conjoint. Et très souvent, ça se passe très bien, mais souvent, ça crée une dépendance parfois pas très saine. Et puis au bout, souvent, elles n'ont pas forcément les conditions de travail qu'elles avaient quittées auparavant. Et puis, c'est des points de retraite en moins. Enfin, c'est beaucoup de choses. Et puis, je dirais aussi une inégalité sociale. Parce que si on n'a pas de place en crèche, nous, dans nos communes, ou dans les crèches associatives subventionnées par les communes, il faut dire ce qu'il y a, dans le privé, ou même une assistance maternelle, mais il y a une réflexion là-dessus, le reste à charge est trop élevé. Donc, c'est vrai que socialement, il y a cette fracture sociale. Donc, il faut une volonté politique. Mais pour ça, je pense qu'il faut que la petite enfance, pour lui redonner ses lettres de noblesse, que ça soit une délégation obligatoire pour les communes. Alors, vous parlez des communes, vous avez parlé du niveau de l'État, mais vous n'avez pas parlé du niveau départemental. Alors, niveau départemental, justement, la PMI, c'est une compétence départementale. Alors, moi, je voudrais qu'elle revienne à leur cœur de métier, justement. Parce que le département, pour moi, se disperse un petit peu trop sur d'autres fonctions, mais ne serait-ce que sur une des fonctions, c'est-à-dire on leur a donné, ils ont le devoir de donner les agréments aux crèches familiales, aux crèches familiales, aux assistantes maternelles et à nos crèches. Et dedans, nous avons des infirmières, nous avons tout ce que vous voulez, qui vont poser ces agréments. Et moi, je trouve que c'est pas très utile pour plein de raisons, puis ça crée des difficultés, c'est compliqué. Moi, j'aimerais qu'ils ne se consacrent justement qu'à la PMI, qu'à la santé, qu'ils retrouvent à leur cœur de métier. Et nous, on a besoin de cette qualité, on a besoin de ces compétences, on a besoin de ça. Mais l'agrément, je considère que là, il vide une partie du service de PMI. De son sens. Voilà, exactement. Et ça, c'est un peu dommage. Merci beaucoup pour cette contribution qui pourrait relancer les échanges. Mais je crois qu'il y avait d'autres... Plus de questions ? Oh, si. Alors, ce n'est pas une question, c'est un témoignage. Je suis psychosocio-esthéticienne à Dessine-moi un mouton. Je voulais revenir sur tout ce que vous avez dit depuis le début de la journée. J'ai entendu, quelques mots-clés en tout cas. J'ai beaucoup entendu holistique, care, maillage. Et je pense que tout ça, du coup, est important. Vous avez parlé de prendre soin et de l'importance du prendre soin. Et je pense aussi qu'il est important de prendre soin de celui qui prend soin, donc des professionnels de santé et de ce qui est amené en termes de subventions publiques, en termes de place politique, de place culturelle, de place de la femme et des hommes, et de la place que les hommes doivent prendre dans le cadre du prendre soin, même et surtout auprès des enfants. Donc voilà, c'était simplement pour vous remercier d'avoir utilisé le terme de care, qui était cœur de métier, et voilà, vous en remerciez. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça s'applaudit, oui, soyez pas timide. Parce que vous êtes ceux qui allez porter ce que vous nous avez présenté, cette question de la question politique, la question de la mobilisation, la question du lobbying sur ces questions-là. Donc, vous, professionnels, vous, acteurs, il faut aussi, pour agir, prendre soin de soi. Et donc, voilà, je vous remercie tous les quatre pour la richesse de vos propos. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît.
Je vais vous inviter à regagner la salle. Il y a eu pendant la journée plusieurs demandes concernant les documents qui ont été partagés. La question de la bibliographie aussi que nous avons donnée de façon un petit peu rapide. Sur tous ces éléments, Djenaba m'indiquait tout à l'heure qu'il allait être possible de partager des documents dans les jours qui viennent. Donc, vous recevrez à la fois les éléments de support qui nous ont servi tout au long de la journée, une bibliographie qui pourra être complétée, je crois. Donc, voilà, c'est toujours une journée très dense. On a rarement le temps de s'arrêter sur tous les éléments, mais vous aurez ces informations pour continuer à avancer sur ces questions-là. Je voulais vous remercier à titre personnel pour la richesse des échanges et l'intelligence des débats pendant cette journée.